Donc, je suis Philippe Meneux, je suis le fondateur et le directeur de New Zealand Service. C'est une société qui est basée à Auckland et nous avons le plaisir, vraiment, c'est vraiment un très grand plaisir pour nous d'avoir Lee Harris qui nous a aidés, qui collabore à cette présentation. Et Lee Harris a deux casquettes. Elle a une casquette juridique avec le cabinet Martelly McKeag et une casquette comptable avec le cabinet comptable à Cartilly. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir Lee Harris qui va pouvoir nous exposer, nous donner des conseils, vous donner des conseils sur la création et sur ou l'achat d'entreprises en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est deux sociétés qu'on a collaboré pour faire cette présentation. Voilà. Donc, Marie, tout de suite, on va passer au disclaimer ou à l'avertissement pour dire que cette présentation est d'ordre général et qu'à aucun moment on peut considérer cette présentation comme des conseils en immigration ou des conseils financiers. Pour cela, il faut vous adresser, on peut vous aider en posant les questions à titre personnel. Donc, Liaris, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous aurons Et aussi, donc, pardon. je voulais juste expliquer que ça pourrait être intéressant. En Nouvelle-Zélande, les cabinets juridiques fournissent un peu les prestations similaires à ceux des notaires. Donc, Martelly McKay, quand je porte la casquette pour eux, on fournit tous les prestations euh, qu'on recevrait normalement de la part d'un notaire, mais aussi on fournit les prestations telles qui sont fournies par les avocats. OK. On fournit l'éventail de prestations requises et Martelly McKeag, on fournit toutes les prestations requises. Ce sont les deux de grands cabinets, un peu plus petits que les grands cabinets, mais donc on est en mesure de fournir les mêmes prestations. Mais une différence clé, c'est que notre service est personnalisé et nos clients ont tous l'accès direct à l'associé qui est chargé du dossier. OK, parfait. Merci, Lee. Tu pourras expliquer ça tout à l'heure dans la présentation. Donc, on a Marie qui va pouvoir recevoir vos questions parce que le webinaire va se passer en trois parties. Je vais faire la première partie qui est plutôt des informations à titre général. Ensuite, Lee Harris va présenter la partie juridique et la partie comptable. Et on aura une dernière partie qui sera une partie de questions-réponses où vous pouvez poser vos questions et Marie pourra centraliser les questions et les poser à la fin. Et nous avons aussi Julie Lefebvre qui est là, qui pourra aussi répondre à certaines questions si on n'a pas la réponse de suite. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Donc, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, New Zealand Service, ça fait 23 ans qu'on est installé en Nouvelle-Zélande. Le but principal de cette entreprise, c'est d'aider les francophones à immigrer, étudier et investir en Nouvelle-Zélande. Pour ces métiers-là sont des métiers réglementés, donc on a des licences de conseiller en immigration, on a des licences d'agent immobilier, on a des licences de conseiller financier avec la partie investissement, la partie assurance et la partie prêt. Et l'entreprise elle-même a une licence de conseil de conseillère financière. Donc, ce qui nous permet, avec ces licences, ces compétences, de pouvoir prendre votre projet de A jusqu'à Z. Et vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui va pouvoir prendre en charge votre dossier tout au long du dossier. Vous pouvez nous parler et c'est nous qui allons être l'intermédiaire auprès des différents intervenants du dossier. On a un réseau de partenaires en Nouvelle-Zélande, dont fait partie l'IARIS. Si on a besoin d'autres partenaires pour des cas spécifiques, on a aussi d'autres réseaux d'experts. Voilà.
Et la bonne nouvelle, vous allez avoir un service en français aussi. Donc, même si les gens comprennent l'anglais, et je n'ai aucun doute par rapport à ça, il peut y avoir des différences d'appréciation parce que les lois et les us et coutumes françaises sont différentes entre les lois et les us et coutumes, les us et coutumes, pardon, néo-zélandais. Donc, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'on soit là pour être entre les deux et être sûr que chacun se comprenne correctement. Donc, pourquoi acheter une entreprise à l'extérieur de sa juridiction? Les deux principales raisons sont, la première raison, c'est diversifier et augmenter son potentiel de clients. Et, et la deuxième raison, c'est aussi diversifier son portefeuille et diversifier, partager le risque. Et je pense que nos amis calédoniens qui nous écoutent seront d'accord avec moi que d'un seul coup, depuis le 13 mai, l'économie néo-calédonienne s'est écroulée et les gens qui n'ont pas d'autres ressources dans d'autres pays se retrouvent un peu démunis. Donc c'est aussi l'occasion de se dire, on partage le risque économique, on partage le risque politique et on partage le risque monétaire. Donc le fait d'acheter un business dans un autre pays, autant choisir la Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande a été élue un des meilleurs pays pour faire du business depuis, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. La Nouvelle-Zélande est aussi une porte d'entrée sur différents marchés. Il y a un marché asiatique où il y a des traités de libre-échange entre l'Asie, le Japon et je crois qu'aussi le Vietnam, Singapour et quelques autres régions asiatiques. Depuis le 1er mai, il y a eu un traité de libre-échange qui a été signé entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande et aussi entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Et là, à partir du 30 octobre, il y a eu un autre traité qui était signé avec l'Union des pays du Golfe. Donc, la Nouvelle-Zélande est vraiment une porte d'entrée pour des marchés assez ouverts. C'est le troisième pays concernant la transparence et la lutte contre la corruption. Les deux premiers pays étant la Finlande et le Danemark. Donc, c'est intéressant. On peut avoir en Nouvelle-Zélande accès à plein d'informations. Donc, même au niveau gouvernemental, on peut avoir accès aux informations. Et donc, c'est aussi intéressant de savoir qu'on est traité pareil que tous les autres, qu'il n'y a pas de préférence par rapport à d'autres. On reviendra avec Lee là-dessus, mais c'est assez simple d'ouvrir un business en Nouvelle-Zélande. En 20 minutes, c'est fait. OK. Au niveau fiscal, c'est assez simple. J'entends un retour de ma voix. Peut-être quelqu'un coupe son haut-parleur. Pareil, Lee Harris nous parlera de la fiscalité. Et sans ça, au niveau à titre général, c'est un pays qui est stable économiquement et politiquement. Là, il y a eu un changement de gouvernement, mais c'est pas, ça reste quand même soit centre droit ou soit centre gauche. Donc, ça reste quand même assez stable politiquement et il n'y a pas de grosses réformes qui changent du tout du jour au lendemain. Donc, quelques chiffres, hein, donc on va en passer rapidement. Une croissance qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une croissance positive de 0,6%. Un pays tourné vers l'international, parce que comme on n'est que 5 millions d'habitants, si on veut se développer, il faut aller sur d'autres marchés pour pouvoir se développer, pouvoir exporter. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une porte d'entrée vers l'Asie, mais c'est aussi une porte d'entrée sur l'Europe et sur le Moyen-Orient. L'inflation qui était assez haute a commencé à baisser et on est aux alentours de 2,2%. Un PIB aux alentours de 250 milliards de dollars avec une orientation d'exportation qui représente 16% du PIB. Un taux de chômage qui a tendance à augmenter, qui est aux alentours de 4,8%. Et il n'y a pas de restriction sur les mouvements de capitaux. Par exemple, en Chine, la Chine, vous ne pouvez pas sortir plus de 50 000 dollars par an pour aller en dehors de votre juridiction fiscale ou d'habitation. Donc en Nouvelle-Zélande, vous pouvez faire entrer et sortir l'argent assez facilement. Merci Marie.
Donc, pareil, les taxes, je vais passer rapidement, mais c'est pour vous dire que il y a, au niveau imposition, on est à 28%. On a la TVA qui est de 15% et il n'y a pas de TVA ajustable, c'est toute la même TVA. On a l'ACC, c'est Accident Compensation Corporation. Donc, c'est assez intéressant pour les gens qui viennent en Nouvelle-Zélande. Si vous êtes touriste et que vous avez un accident, vous êtes pris en charge à 100%. Vous n'avez rien à débourser. Et l'autre chose qui va faire rêver les employeurs, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, le salaire brut que vous allez payer à votre employé correspond plus ou moins à votre coût de main-d'œuvre. Il y a pratiquement pas de charge sur les salaires. Il n'y a pas comme en France 70% de charge. Il peut y avoir, si votre salarié cotise au fonds de pension, vous devez, vous, en tant qu'employeur, payer 3% du salaire brut. Il y a un peu d'ACC et il y a un peu et bien sûr les congés payés. Mais il n'y a pas toutes ces charges que l'on peut voir comme en France qui représentent 70%. Donc c'est aussi intéressant pour cela. La culture d'entreprise, je vais passer aussi rapidement dessus, car Marie nous a fait un très bon article sur le blog qui détaille bien la culture d'entreprise. Pour résumer ce blog, cet article, bah, c'est assez cool de travailler en Nouvelle-Zélande. Les rapports hiérarchiques sont plus des rapports hiérarchiques de façon horizontale horizontale et pas du tout verticale. C'est beaucoup plus, c'est casual. C'est aussi casual, c'est relax. C'est aussi multiculturel parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 200 nationalités qui sont présentes et 30% de la population est née à l'étranger. Donc, forcément, il y a un melting pot des gens qui est assez intéressant. La culture maori est aussi très présente dans les sociétés. Chaque événement commencera par une coutume maori qui est là pour que tout se passe bien et que tous les bons esprits accompagnent bien toute cérémonie ou toute manifestation. Les entreprises sont assez petites. On a, je crois, 92% des entreprises en Nouvelle-Zélande qui sont de moins de 10 salariés. Donc, on a plutôt des entreprises de taille familiale avec une moyenne de 14 employés. Et je crois même sur Auckland, on est sur 4,3 employés sur Auckland. Comparé en France, c'est 33 employés en moyenne. Voilà. La Nouvelle-Zélande, encore quelques chiffres, c'est 605 000 entreprises. Ça veut dire que un Kiwi sur 8 a son entreprise. La moyenne, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 4,3 employés sur la région d'Auckland et on a 2 462 000 employés. Tout en sachant qu'en Nouvelle-Zélande, on est 5 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, on est 20 habitants au kilomètre carré. Si on compare avec la France, c'est 123 habitants au kilomètre carré. Donc, vous voyez, il y a de la place pour que les gens puissent s'installer et vivre. Les secteurs d'activité, les emplois sont principalement dans le secteur tertiaire avec l'hébergement-restauration, avec le social, avec la santé, avec le commerce de détail, avec le transport et l'entreposage. Ensuite, on a un peu de personnes dans le secondaire avec l'industrie de construction. Et en primaire, on a de l'industrie et de l'agriculture. Ok, et un peu de secondaire encore en manufacturation. Donc, un pays beaucoup tourné vers les services. Donc, les secteurs d'activité porteurs, bah, comme je disais tout à l'heure, l'exportation représente 16% du PIB. Donc, on est souvent appelé le grenier du Pacifique. On a peu d'industrie en Nouvelle-Zélande, donc on a aussi besoin d'importer et de transporter les marchandises de consommation. L'aquaculture est bien développée, notamment dans l'île du Sud, avec tout ce qui est élevage de saumon. Les énergies renouvelables, car en Nouvelle-Zélande, on est à 85% d'énergie renouvelable, principalement l'hydroélectrique.
et l'éolien, et on commence de plus en plus à faire du solaire. C'est un petit pays qui est aussi tourné vers la technologie et innovation. Il y a plein de, j'ai pas ça en tête, mais il y a plein d'innovations qui sont parties de la Nouvelle-Zélande et qui après ont été diffusées dans le monde entier. Bah, innovation, par exemple, là, si, l'innovation, c'est le sol élastique, par exemple, c'était inventé en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc il y a peut-être d'autres choses comme ça, mais ça me vient à la tête, c'est cet exemple. Le tourisme, bien sûr, parce que c'est une activité. Il y a beaucoup de. L'année dernière, sur une population de 5 millions d'habitants, on a doublé, on a la moitié de la population qui est venue. On a eu plus de 3 millions de touristes l'année dernière, tout en sachant qu'on est post-Covid et qu'il faut, non, et ça recommence, mais ça prend un peu de temps pour venir. Donc, le tourisme, c'est aussi une bonne industrie. Et bien évidemment, pour ceux qui sont venus en Nouvelle-Zélande, vous avez vu qu'il y a beaucoup de forêts et donc s'il y a des forêts, on doit couper, on doit exporter, on doit transformer. Donc l'industrie de la transformation du bois est aussi importante. Donc, avant toute chose, si vous voulez entreprendre en Nouvelle-Zélande, il va falloir définir si votre situation le permet. Quel est votre objectif? Dans quel but vous souhaitez, que vous souhaitez créer ou investir en Nouvelle-Zélande? Euh, Est-ce que vous voulez investir pour un projet d'industrialisation? Est-ce que vous voulez investir pour diversifier, pardon, votre capital? Est-ce que vous êtes déjà sur place à l'étranger? Parce que ça va aussi voir par rapport au visa. Donc là, c'est-à-dire par rapport au visa, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, sous quel visa vous êtes actuellement et si vous êtes intéressé par l'achat d'entreprise. Ça sera deux démarches qui seront un peu différentes. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous expatrier, il y a un visa auquel je vais reparler ensuite, qui s'appelle Entrepreneur Work Visa. Les critères d'obtention sont assez prohibitifs, et je reviendrai dessus, mais voilà, c'est une possibilité. Si vous êtes déjà présent en Nouvelle-Zélande, quel statut vous avez? Est-ce que vous êtes citoyen ou résident? Ou est-ce que vous avez un permis de travail qui vous permet de créer ou d'acheter une entreprise? Si vous n'êtes pas présent en Nouvelle-Zélande, vous avez toujours la possibilité d'investir en Nouvelle-Zélande ou de créer un business en Nouvelle-Zélande. La seule obligation que vous aurez, c'est d'avoir un directeur présent sur place en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Voilà. Donc, pour revenir sur le visa entrepreneur, il est adapté à toute personne qui a déjà une expérience réussie en tant que chef d'entreprise ou de dirigeant qui va avoir un projet innovant, qui va être en croissance donc qui va pouvoir évoluer et qui va aussi avoir un potentiel d'export. Euh, donc, et c'est un visa qui totalise un nombre de points de 120 points. Les points sont sur votre expérience professionnelle, votre âge, les capitaux que vous allez investir, le montant de votre chiffre d'affaires à l'export. Donc, bon, il y a d'autres choses. C'est pour ça que sur ce visa entrepreneur, il faudra se rapprocher de Tatiana et Julie qui vont arriver. Notre amie Marie va passer la slide. Donc, ces deux personnes-là, Julie et Tatiana, pourront vous aider dans la constitution de ce dossier d'immigration. Je pourrais aussi vous aider au niveau business, car il va falloir présenter dans ce dossier-là une étude de marché et surtout présenter un business plan prévisionnel pour 3 ans. Donc, et c'est sur ce business plan et sur ce type de marché que votre visa vous sera accordé ou pas. Donc, si vous faites un business plan trop optimiste, bah, OK, le visa risque d'être adopté, mais si au bout des 3 ans, vous n'avez pas obtenu les objectifs qui étaient fixés dans le business plan, vous risquez que l'immigration vous dise au revoir. Donc, la mission de nos amis Tatiana et de Julie, ça va être
on va voir vos projets, on va voir si c'est possible. Ils vont monter le dossier et vous mettre en place les équipes pour l'étude de marché et pour faire le business plan. Et généralement, on utilise les services de Baker Tilly pour les business plans. Si on a une autre société pour l'étude de marché. Ils vont faire votre demande de visa, ils vont vous accompagner sur l'ensemble de vos démarches et après, ils vous aideront à vous installer en Nouvelle-Zélande car ça fait partie des services de New Zealand Service qu'on pourra voir à la fin. Et comme vous pouvez le voir, toutes les deux ont des licences de conseillers en immigration, car pour vous donner des conseils en immigration, il faut avoir des licences. Ok. Les informations que vous trouvez sur Facebook, sur les réseaux sociaux peuvent être bonnes, mais généralement, ce ne sont pas forcément adaptées à votre situation personnelle. Donc, il est préférable d'utiliser, c'est pas obligatoire, mais il est quand même préférable d'utiliser des conseillers en immigration, car les lois sur l'immigration changent assez fréquemment. Toutes les semaines, on a des changements. Voilà. Les avantages de créer votre business, c'est que vous pouvez créer votre business comme vous le souhaitez. C'est votre vision, vous mettez vos décisions, votre direction stratégique en place, vous façonnez votre projet à votre activité. C'est votre bébé et on dit, on part from scratch. C'est-à-dire que vous partez depuis le début et vous augmentez, vous créez votre entreprise à votre image. Donc, c'est aussi une bonne idée. Les principales étapes pour créer votre business, il faut déjà que vous évaluez la faisabilité de votre projet. Après, Lee reviendra là-dessus, mais faut choisir un nom, le nom de l'entreprise. Il faut le déposer, donc Lee reviendra là-dessus aussi. Soit la structure juridique, on a un numéro d'IRD à obtenir. Il faut enregistrer l'entreprise. On va avoir aussi l'IRD, c'est Inland Revenue Department, c'est l'équivalent du fisc en Nouvelle-Zélande. Et il faudra, suivant le chiffre d'affaires que vous allez avoir à faire, vous inscrire à la GST, qui est la TVA. Mais je pense que Lee reviendra dessus par rapport à cela. Donc, on est souvent contacté par des gens qui veulent immigrer en Nouvelle-Zélande et qui ont l'idée d'ouvrir une crêperie, un food truck ou un bed and breakfast. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que le business soit retenu comme dans l'entrepreneur Work Visa, il faut que ça soit un business innovant. Et l'ouverture d'une crêperie ou d'un food truck ou d'un bed and breakfast, bah, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait. L'intérêt de ce visa-là, la Nouvelle-Zélande se dit, qu'est-ce que vous, en tant qu'étranger, apportez, pardon, si vous ouvrez un business en Nouvelle-Zélande? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à un Néo-Zélandais qui pourrait l'ouvrir? Donc, c'est pour ça que les business, soit ils sont innovants, soit c'est quelque chose qui ne se fait pas en Nouvelle-Zélande, ou soit c'est un business qui est innovant et qui va créer. Là, on a eu l'exemple d'une chaîne de restaurants. Il n'y avait pas d'export, mais c'est un nouveau concept. Ils ont pu créer un certain nombre d'emplois. Mais vraiment, ce qu'ils recherchent plutôt, c'est des gens qui ont des fortes connexions dans leur pays d'origine, qui va leur permettre d'importer et d'exporter des produits depuis la Nouvelle-Zélande vers le pays d'origine. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'export est important pour eux, pour développer, bien évidemment, la partie économique. C'est aussi un projet à long terme parce que si c'est un entrepreneur au Work Visa, le temps de faire les démarches, ça prend du temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un contrôle de votre business au bout de 3 ans. Donc, si c'est juste un business qui va durer 1 an ou 2, c'est pas la peine. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir cette vision sur du long terme. A contrario, si vous achetez un business existant, oui, Marie m'a repris l'autre diapositive, parce que la chose aussi à faire si vous voulez créer un business en Nouvelle-Zélande ou acheter un business en Nouvelle-Zélande, c'est premièrement venir en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment je pense, le minimum des choses à voir pour déjà savoir d'une part si le pays
vous convient. Et le fait de venir va pouvoir aussi vous donner un ordre d'idée ou de nouvelles idées si votre business peut être duplicable ou créé en Nouvelle-Zélande. Voilà. Les avantages d'acheter un business déjà existant, bah, je pense que le principal avantage, c'est qu'on récupère tout de suite du chiffre d'affaires, on récupère un historique et c'est là et une courbe d'expérience. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre business, bah, il y a toute la courbe d'expérience à grimper, tandis que si vous achetez un business existant, bah, la courbe d'expérience a déjà été faite et après, vous n'avez plus qu'à développer et amener votre touche à ce business-là. Donc, il y a aussi le réseau de fournisseurs et de clients qui est déjà là. Vous êtes déjà connu. Si le business fait de l'argent, vous êtes connu sur le marché. Donc, ça permet d'aller plus vite parce qu'on a déjà un historique et une expérience sur place et on a déjà les forces et faiblesses de l'entreprise qu'on va pouvoir de suite ajuster ou améliorer. Voilà. Donc, euh, pareil, lorsque l'étape pour l'achat d'un business, c'est recherche et identifier les business, c'est donner une évaluation initiale, savoir si ça peut rentrer dans votre budget. Commencer à regarder la due diligence, commencer comment va évoluer le business et comment il se comporte. Ça vous permettra de pouvoir faire une offre, enfin une offre d'achat. S'il y a besoin de financement, vous verrez, on pourra aussi vous aider par rapport à ça. L'I pourra vous aider pour tout ce qui est accord juridique. Forcément, lorsque on met un contrat, généralement, on met des conditions. Donc, ça permettra aussi de vérifier les conditions qui ont été mises, si elles sont bien accomplies. Après, une fois que le contrat que toutes les conditions sont remplies, le contrat devient inconditionnel. Il va falloir le payer et il y aura un transfert de propriété au nouveau propriétaire. Et bah, il faudra intégrer l'achat et après, il faudra bien sûr continuer à être conforme aux règlements qui sont en vigueur aussi bien dans votre pays d'origine que dans le pays en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, quelques exemples d'entreprises qui sont à vendre, par exemple, à ce jour. C'est surtout pour vous montrer qu'il y a des entreprises qui peuvent être achetées et qui sont managées, qui ont déjà les managers en place. Des entreprises qui valent 1,2 million de dollars, on peut considérer qu'il y a un manager en place qui puisse diriger l'entreprise ou qui puisse rester, qui puisse avoir un bon soutien par rapport à vous. En revanche, des entreprises qui sont à 189 000 dollars, ça, c'est plutôt des entreprises où vous devez, vous, en tant qu'investisseur ou en tant que directeur, être impliqué sur la gestion au jour le jour. Voilà, c'était un peu pour vous donner un ordre d'idée sur quel genre d'entreprise vous pouvez acheter et dans quels critères. Si c'est des entreprises pour l'investissement ou si c'est des entreprises pour vous permettre d'immigrer. Voilà. Donc, l'intérêt de travailler avec Nouvelle-Zélande Service, donc notre expérience, c'est qu'on a déjà créé nous-mêmes, pour nous-mêmes ou pour des clients, des entreprises. On a aussi cherché et acheté des entreprises pour le compte de nos clients, des entreprises qui valent quelques milliers de dollars à quelques millions de dollars. Là, le principal intérêt de travailler avec nous, c'est aussi d'avoir un interlocuteur unique pour gérer votre dossier de A jusqu'à Z. Et avec les compétences que l'on a, c'est aussi d'avoir une vision élargie de votre projet et ce qui va vous permettre de pouvoir faire attention à ne pas commettre des erreurs bêtes. Il y a aussi le fait qu'on va vous accompagner dans tous vos rendez-vous au départ pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension entre ce qui vous est dit et ce que vous comprenez, pas forcément au niveau de l'anglais, mais au niveau des systèmes. J'ai assisté une fois à une réunion avec des banquiers. En Nouvelle-Zélande,
on n'a que des taux flexibles par rapport à la France où on n'a que des taux fixes. Et les gens n'avaient pas forcément compris qu'on partait sur des taux flexibles. Donc il a fallu remettre les choses en place, que partir sur un financement, sur une idée de financement sur des taux variables et en pensant que c'est des taux fixes, ça peut avoir des conséquences assez compliquées. Donc ça, c'est nos atouts. Euh, L'autre chose, ouais, je continue à regarder mes petites feuilles. Euh, voilà. Euh, c'est notre expérience, c'est d'avoir participé déjà à ce genre d'activité. Notre force, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé à chaque étape. Et nos atouts, c'est on connaît à la fois le système anglo-saxon et le système français. On a un réseau de partenaires avec lesquels on travaille de façon régulière. Et quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est aussi on fait ça en français et on ne s'arrête pas à l'achat ou la création d'entreprise. On va vous aider. Par exemple, si vous venez en famille, on va pouvoir vous aider à trouver les écoles pour les enfants. On va pouvoir vous aider à trouver un logement, ouvrir un compte en banque, acheter une voiture. Enfin, c'est toute la logistique aussi qui va être autour du projet. Dans une des erreurs qu'il ne faut pas commettre aussi, que je reviens sur le slide d'avant, c'est aussi que les gens qui sont avec vous, la famille, soient aussi prêts à vous suivre dans ce projet-là. Parce qu'il faut être sûr qu'à un moment donné, ce n'est pas à la dernière minute que votre famille se dise non, on n'a pas envie et tout ce que vous avez fait tombe à l'eau. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai fini. Les personnes qui pourront vous accompagner sur ce projet-là, c'est Julie Lefebvre que vous avez vu en bas et moi-même. Et voilà nos coordonnées qui sont ici. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je vais passer pour les questions et réponses. Et je passe maintenant la parole à Lee qui va pouvoir nous se présenter, nous expliquer un peu ce qu'elle va pouvoir faire. À toi, Lee. OK, merci Philippe. Donc, pour cette partie de la présentation, je vous explique les étapes et les restrictions liées à l'investissement ou l'acquisition d'une entreprise en Nouvelle-Zélande, des perspectives juridiques et fiscaux. Les moyens par lesquels vous pouvez percevoir les revenus. Non, on n'est pas là encore. Marie? Oui, merci. Je vais discuter, évidemment, vous êtes intéressé de savoir comment percevoir les revenus provenant de votre investissement. Et je vais aborder un peu aussi les problématiques rencontrées par nos clients. Le logo en haut de chaque diapositive démontre quel cabinet je représente pour chaque sujet. Évidemment, c'est un peu intéressant que je représente un cabinet juridique et aussi un cabinet d'expertise comptable. Donc, mais la réalité pour l'acquisition d'une entreprise, les deux travaillent ensemble. Donc, on voit de très bons changements récemment en Nouvelle-Zélande. Marie? Merci. Et ce sont assez récemment. Pour la première fois dans les 4 dernières années, on voit une réduction du taux d'entrée officiel. Et de plus, il y a eu un directive du gouvernement en juin visant à accélérer le processus de demande des étrangers qui sont soumis au contrôle de la loi Overseas Investment Act. Et il s'engage à faciliter les investissements par les étrangers. Actuellement, le délai d'exécution des demandes est à la moitié du délai prescrit par la législation. Et on voit autant de demandes d'investissement direct étranger en juillet et août qu'au cours les 6 mois précédents. Donc, c'est important. On veut les investissements par les étrangers. La plupart d'entre eux actuellement proviennent du Singapour, de l'Australie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
La taille de l'investissement, comme Philippe l'avait dit, c'est lié à l'objectif du client, que ce soit lié à un visa ou les raisons de diversification. Il y a des contrôles en Nouvelle-Zélande et je vais bien aborder ça car c'est pertinent même pour les entreprises. Pour les étrangers, l'acquisition des terrains résidentiels ou autrement sensibles est interdit et cela s'étend aux terrains détenus par les entreprises. Il y a des contrôles aussi si on achète une entreprise qui a une valeur de 100 millions de dollars. Donc, il y en a très peu en fait, mais si vous avez l'envie d'acheter une telle entreprise, il faut faire demande auprès du Overseas Investment Office. Et aussi, si vous voulez faire diversifier vos investissements, c'est important de savoir est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité d'investissement et quel est votre budget pour la diligence raisonnable et le temps qu'il faut pour le faire. Est-ce que vous voulez un plan d'affaires? Quelles sont les exigences de visa qui seraient adaptées au plan? Et bien évaluer le marché. Donc, je passe maintenant aux restrictions. Car, comme j'ai dit, il y a les terrains résidentiels sont réputés être sensibles. Tout terrain qui est au bord de la mer, qui est au bord d'une réserve, qui se trouve sur une île, ce sont interdits pour les étrangers. Mais de plus, si vous pensez pouvoir constituer une personne morale pour éviter ces restrictions, vous avez très peu de chance. Dès que les étrangers détiennent plus de 25% de propriété de l'entrée ou du contrôle ultime d'une personne morale, ils sont réputés être un overseas personne et les mêmes restrictions s'appliquent. Quand résidentiel est interdit et cela comprend tout renouvellement. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a certaines exonérations. Ce sont très peu, mais des fois, il y a des options. Par exemple, si l'un des partenaires détient la nationalité néo-zélandaise, on peut signer une convention pour que le terrain soit réputé un bien de la couple et comme ça, il y a une exonération disponible. La résidence permanente ouvre les possibilités d'acheter certains terrains, pas les terrains réputés hautement sensibles, mais on peut, dès on détient la résidence permanente, on peut acheter les terrains résidentiels. Il y a aussi la possibilité, si vous détenez la citoyenneté singapourienne ou australienne, d'acheter les terrains sensibles. Et comme j'ai dit, c'est pertinent qu'on investisse dans une entreprise, car souvent les entreprises détiennent les terrains. Ces conditions continuent, donc c'est important d'être en conformité à l'avenir. Mais évidemment, on est là. On a un département qui est spécialisé dans cette, pour de telles demandes. Donc, passons maintenant aux procédures pour l'acquisition. Si vous achetez une entreprise, il y a deux options. Vous pouvez soit acheter les actifs, soit acheter les actions. Et les actions sont comme les parts. Donc, si vous décidez d'acheter les actifs, vous avez un choix concernant ce que vous allez acheter. Est-ce que vous allez continuer avec tous les contrats qui sont en place? Est-ce qu'il y aura un transfert des employés? Dans la convention d'acquisition, il y a des conséquences de GST. Comme Philippe l'avait dit, c'est comme la TVA. Et c'est le GST qui s'applique est basé sur la continuité des activités, mais aussi l'allocation du prix d'achat. Il y a une allocation qui est plus intéressante pour le vendeur, mais
évidemment, on veut que l'allocation du prix est plus intéressante pour vous et que c'est juste. Donc, c'est important de déterminer l'attribution. Pour l'acquisition des actions, l'activité continue sans interruption. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Si vous n'achetez pas toutes les actions dans l'entreprise, vous devrez avoir une convention d'actionnaire pour déterminer ce qui arrive si l'un des actionnaires veut vendre ses actions, par exemple. Et tous les contrats qui existent se maintiennent et ça comprend l'emploi, qui peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. De plus, l'historique fiscal continue et c'est très important d'avoir une indemnité de la part du vendeur dans le contrat. Donc, si en présume vous avez décidé d'acheter l'entreprise, tout d'abord, il faut penser à ce que vous avez besoin de faire la demande auprès de l'Overseas Investment Office et vous pouvez commencer ce processus assez tôt dans la procédure. Si vous achetez une entreprise qui est assez complexe, c'est possible de signer une convention avec les protocoles d'accord pour la diligence raisonnable. Et ça peut comprendre les thèmes de confidentialité pour que le vendeur puisse divulguer ses états financiers, on peut les passer en revue, déterminer si l'entreprise vaut vraiment le montant demandé. Ensuite, il faut penser à la structure utilisée. Souvent, pour l'acquisition ou l'investissement, il y a des contrôles liés à un visa, si ça c'est l'objectif. Et souvent, il y a une responsabilité de détenir les investissements personnellement. Mais au cas où vous voulez constituer une personne morale, il y a deux structures qui sont le plus communes en Nouvelle-Zélande. La première, c'est de constituer une société néo-zélandaise et normalement, c'est une filiale à part entière de la société étrangère. Philippe avait précisé, il y a une exigence importante qui peut être un peu problématique pour les étrangers, et c'est qu'il faut avoir au minimum un directeur qui est résident en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, les directeurs doivent être les individus. On ne peut pas avoir une personne morale qui est le directeur. La Nouvelle-Zélande avait mis en place cette exigence il y a quelques années pour que le directeur en Nouvelle-Zélande puisse être tenu responsable au cas de manière personnelle si la société n'est pas en conformité avec ses obligations en Nouvelle-Zélande. Donc, évidemment, le rôle de directeur entraîne pas mal de risques. Et si vous n'avez pas de personne en Nouvelle-Zélande qui peut prendre ces rôles, c'est assez cher d'en trouver. Et on a eu des clients qui avaient pensé avoir pu trouver un bon directeur, mais ce n'était pas bien fonctionné. Et l'obligation d'avoir le directeur résident en Nouvelle-Zélande continue. Donc, le directeur avait démissionné et il a dû en trouver un autre. Donc, ça c'est la chose qui est plus problématique. Mais constituer la société elle-même, c'est une procédure assez simple. L'alternative qui est aussi populaire, c'est d'enregistrer la société étrangère en Nouvelle-Zélande comme un branch, comme une succursale. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun besoin de directeur résident en Nouvelle-Zélande. Ça pourrait être une solution avant de vous installer en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez tout d'abord enregistrer le branch en Nouvelle-Zélande et puis, une fois installé en Nouvelle-Zélande, transférer les actifs du branch auprès d'une société néo-zélandaise. Il y a
il y a quand même une obligation que j'ai stipulée ici. Il faut déposer les états financiers si la société étrangère réputée est grande, et ça veut dire qu'elle a 11 millions de revenus. N'importe la structure, c'est essentiel de mener la diligence raisonnable en Nouvelle-Zélande avant de pouvoir intervenir. Et il faut déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs qui soit détiennent l'entrée dans l'entreprise ou qui la contrôlent. Il faut aussi vérifier la source des fonds. En Nouvelle-Zélande, nos exigences sont en fonction de notre loi pour l'anti-blanchiment d'argent. Et souvent, on trouve que nos exigences de vérification sont un peu difficiles pour les notaires. Par exemple, les notaires ne s'habituent pas à devoir vérifier que l'image dans le passeport est une bonne représentation de la personne. On a toujours pu trouver des solutions, mais il faut dire que souvent c'est un peu le choc pour les conseillers à l'étranger, donc il faut présumer du temps pour mener la diligence raisonnable. OK, donc l'imposition. On veut tous savoir comment percevoir l'entrée de votre investissement. Pour une société étrangère, donc je présume que vous êtes à l'étranger en ce moment. Si vous avez déjà une société étrangère, en Nouvelle-Zélande, une telle société est imposée ici sur les revenus provenant d'un établissement permanent en Nouvelle-Zélande. Cependant, une société étrangère peut devenir résident fiscal en Nouvelle-Zélande lorsque le contrôle de la société étrangère est exercé par les directeurs vivant en Nouvelle-Zélande. Et puis, dans ce cas-là, la Nouvelle-Zélande possède les droits d'imposition sur les revenus mondiaux de la société étrangère et le taux d'imposition est de 28%. Donc, et ça, on parle d'expérience. On a eu des clients qui voulaient acheter une entreprise en Nouvelle-Zélande, quelqu'un qui détenait un rôle très important pour la société étrangère s'est installé en Nouvelle-Zélande. Il n'avait pas mis en place la structure avant de venir. Donc, c'est très important si vous vous installez en Nouvelle-Zélande et il y a une société étrangère que vous allez continuer à mener. Il y a des solutions, mais il faut penser en avance. J'ai précisé ici aussi les taux d'imposition pour les particuliers. Il y a des tranches d'imposition et c'est pertinent pour une entreprise car les dividendes perçus par un actionnaire il faut les déclarer en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà les taux d'imposition qui s'appliquent. Donc pour une société néo-zélandaise, j'espère qu'on peut voir ce que je vais démontrer à la droite. Si on a non-résident actionnaire qui détient au minimum 10% des actions. Le taux d'imposition d'une société en Nouvelle-Zélande est de 28% sur les revenus. Et c'est au direct de décider s'ils vont déclarer un dividende auprès des actionnaires. Et au cas où ils l'ont déclaré, les dividendes sont attribués en fonction des actions détenues. Donc, le non-résident verse son capital dans la société. Les revenus perçus sont imposés au taux de 28%, mais puis on pense comment est-ce qu'on va payer les profits auprès du non-résident. Normalement, si vous habitez toujours à l'étranger, on peut imputer entièrement le dividende qui est payé auprès du non-résident. Ça, c'est différent pour quelqu'un qui est résident en Nouvelle-Zélande.
pour un tel paiement de dividende, il y a un prélèvement supplémentaire de 5% qui est appliqué sur le paiement du dividende. Mais la problématique, c'est que quand on effectue le paiement d'un dividende à un non précédent, ça peut mener à une situation de double imposition si les crédits d'avoir fiscal ne sont pas déductibles dans un pays étranger. Et c'est souvent le cas. Donc, l'alternative à l'imputation est de retenir un prélèvement non résident sur le dividende. Donc, la société doit payer le 28%, mais si on n'attribue pas ce traitement d'imputation, on peut, au lieu de ça, garder l'imputation et au lieu de ça, retenir un prélèvement. Et le taux de prélèvement est déterminé par le fait ou non d'une convention fiscale avec la Nouvelle-Zélande. Donc, pour quelqu'un qui habite en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, le taux de prélèvement est de 30% ou de 15% si quelqu'un habite en métropole, car on a une convention fiscale avec la France métropolitaine. Le dividende perçu peut évidemment être imposé aux récipients dans le pays étranger. Et c'est important d'avoir cette perspective globale pour la planification du structure dès le début. J'ai discuté aujourd'hui avec l'un de mes collègues une situation où l'un des Grand 4 avait mis en place une structure. Ils ont essayé, au lieu du don de capital auprès de la société, il y a eu une deuxième société mise en place dans la structure. Ils ont ajouté un prêt. C'est une structure très créative. Mais en fait, il s'était mis en place il y a 10 ans. Mais après 10 ans, notre fisc avait envoyé une lettre de 19 pages à la société et avait dit en fait en quoi il y a l'évasion fiscale. Et ce qui avait fonctionné, qui a été mis en place par l'un des Grand 4, ne fonctionne maintenant. Donc, c'est très important de bien planifier, penser à vos circonstances et d'avoir cette perspective globale. OK, donc l'autre alternative qui est vraiment une bonne option si la structure n'est pas trop complexe, c'est pour la société néo-zélandaise de choisir d'avoir un traitement transparent et d'être connu comme une société look-through. Si on effectue un tel choix, il y a un traitement transparent de tous les revenus et les dépenses et ils se sont attribués sur les actionnaires. Et dans ce cas-là, le paiement auprès de l'actionnaire n'est pas réputé être un dividende, mais c'est un revenu. Et l'actionnaire déclare les revenus et les dépenses dans sa déclaration en particulier. Les actionnaires d'une société look-through ne peuvent pas être une société étrangère. Les seules options pour les actionnaires sont soit les individus, les trusts ou un autre look-through company. Et je répète un peu, mais le traitement étranger est très important. Il faut bien savoir quand est-ce que les droits d'imposition étrangers seront déclenchés. Y a-t-il une convention de taxation double en place qui vous aide? Avec les sociétés, c'est assez complexe. Alors, donc l'autre option que j'avais abordée, c'est un branch, une succursale. Et faire attention, mettre avant de commencer l'activité en Nouvelle-Zélande, c'est important d'enregistrer le branch. Et dans ce cas-là, c'est que les revenus de source néo-zélandais qui sont déclarés en Nouvelle-Zélande. Le résultat fiscal en Nouvelle-Zélande est généralement similaire à celui d'une société néo-zélandaise. Et comme je l'ai dit, il y a la possibilité de transférer les actifs néo-zélandais ultérieurement
à une société néo-zélandaise. Le taux de GST est de 15% sur tous les biens et services pour en particulier une société néo-zélandaise et un branch, sauf si exporté et auquel cas le taux est de 0. Le GST s'applique automatiquement lorsque le revenu brut est de 60 000 ou plus. Donc, il faut penser bien ce qu'on va toucher ce niveau avant de commencer l'activité. Donc, il y a certaines différences en Nouvelle-Zélande. En fait, il y en a beaucoup, mais pour l'imposition, c'est important de comprendre que en fait, l'année fiscale est clôturée au 31 mars. Mais il est possible pour la société ou pour le branch de demander à aligner sa date de bilan avec celle de la société mère ou étrangère. Il faut présumer la transparence de vos investissements en Nouvelle-Zélande. On voit de plus en plus d'exemples quand l'Office néo-zélandaise avait communiqué le fait qu'un étranger avait un investissement en Nouvelle-Zélande. Et encore une fois, c'est important d'avoir cette perspective globale pour votre planification, d'avoir les conseillers juridiques et fiscaux qui font partie du projet. Car on peut planifier en Nouvelle-Zélande, mais c'est important de savoir que votre planification va continuer à être efficace une fois que tous les éléments seront pris en compte. Alors, donc pour résumer le processus et ce qui est très important, c'est d'obtenir les conseils bien en avance, bien avant de décider d'avoir une entreprise en tête et l'acheter, comprendre quelles sont les restrictions, qu'est-ce qui est autorisé ou pas et les bons délais. Quels sont les délais réalistes pour les procédures applicables. Mettre en place la bonne structure avant de commencer l'activité et faire attention. L'Office néo-zélandais a une bonne visibilité. Elle veut de l'argent, comme tous les pays, et elle investit pas mal d'argent pour identifier les gens qui ne sont pas en conformité. On est là pour vous aider, mais planifiez bien en avance. La diligence raisonnable, surtout la vérification d'identité, peut prendre du temps. S'il y a une société étrangère impliquée, il faut peut-être y a des traductions. Il faut continuer d'évaluer une personne morale étrangère pour identifier les particuliers au team qui contrôle la structure. Donc, on n'arrête pas quand on voit une personne morale à l'étranger. Les restrictions ou demandes de l'Overseas Investment Office sont peut-être applicables et comme je dis, c'est important d'identifier tous les aspects qui pourraient être liés à l'acquisition ou l'investissement d'une entreprise. L'emploi du personnel est différent ici et cela s'applique aux directeurs néo-zélandais. Même avant le commencement de l'activité, si vous avez trouvé quelqu'un et vous voulez que le directeur vous aide à faire des recherches, c'est important que le directeur est bien rémunéré en fonction du droit néo-zélandais. La convention d'actionnaire directeur vous protège au cas où vous n'êtes pas les actionnaires ou directeurs uniques de la société. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est que une fois avoir acheté ou investi en Nouvelle-Zélande, vous avez un actif néo-zélandais. Donc, c'est important de penser à la planification successorale.
Même la relation d'un couple est très différente en Nouvelle-Zélande et il faut bien penser aux conséquences de l'investissement en Nouvelle-Zélande. Mais heureusement, on est là pour vous accompagner. On a beaucoup d'expérience. On a déjà abordé tous les choses qui sont pertinentes bien, pour avoir un bon projet qui passe bien. Euh, et, mais je crois qu'on passe maintenant aux questions.